Cette entreprise a eu une idée géniale. Elle récupère la terre qu'on retire du sol lors de chantiers et elle s'en sert pour construire des bâtiments et même une partie du stade Adidas Arena. Mais attendez, est-ce qu'on peut vraiment construire des bâtiments solides avec de la terre? Et quel serait vraiment l'intérêt de faire ça? Je vous explique et ensuite on ira voir comment ça se passe sur le terrain chez Cycleterre. Bienvenue sur Archipel, la chaîne de géo qui dézingue les idées reçues. Alors, vous savez quelle est la méthode de construction la plus utilisée au monde? Et bien justement, c'est la terre crue. On s'en sert en Afrique, en Chine, d'ailleurs elle compose même une partie de la Grande Muraille, mais on s'en sert aussi en France depuis des années et encore aujourd'hui pour bâtir par exemple des maisons à colombage ou des logements modernes comme celui-ci qui est quand même pas dégueu. Bon, la terre crue est très utilisée, ok, mais pourquoi est-ce qu'elle est intéressante alors qu'on dispose de béton bon marché? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose que peu de gens savent, c'est que la fabrication du béton, c'est une catastrophe pour l'environnement et pour le climat. Elle émettrait plus de gaz à effet de serre que le secteur de l'aviation. Mais au fait, Jamie, pourquoi le béton est si peu écologique? Pour comprendre, il faut savoir que le béton, c'est du sable et des granulats, plus de l'eau, plus du ciment. Du coup, pour le fabriquer, on va extraire le sable des fonds marins, puisque celui du désert est trop arrondi pour s'agglomérer correctement. Sauf que cette extraction sous-marine, elle détruit les écosystèmes et elle grignote les côtes, ce qui expose les populations à la montée des eaux, à la contamination des nappes phréatiques par de l'eau salée, donc non potable, et au manque de poissons, qui sont une source de protéines et d'emplois essentiels. Bon, la deuxième étape de fabrication, elle est responsable à elle seule de 90% des émissions de gaz à effet de serre liées au béton. C'est la fabrication du ciment, qui nécessite de faire chauffer du calcaire et de l'argile à très haute température en brûlant des énergies fossiles. En plus de ça, pour rien arranger, le béton recyclé, il représente seulement 5% du marché. Il sert surtout à construire des routes et pas des nouveaux bâtiments, puisque le transport des granulats, il est coûteux et énergivore et qu'il faudrait leur ajouter du ciment pour qu'ils aient la même résistance que les granulats neufs et qu'ils puissent répondre aux critères de qualité. Alors, on me dit dans l'oreillette que vous avez peut-être entendu parler de béton vert ou bas carbone. C'est vrai qu'on y travaille, mais on n'y est pas encore, parce que les solutions proposées, elles sont pas encore très efficaces. Déjà, on pourrait capturer directement le CO2 émis par les cimenteries pour le transporter ensuite vers un site de stockage. Sauf que ces techniques, elles sont encore pas très au point et les sites de stockage peu nombreux. On pourrait aussi utiliser des géopolymères. Ce sont des dérivés du pétrole qui permettent d'obtenir du béton sans combustion, mais le truc c'est qu'il reste très cher. Puis enfin, on cherche aussi à accélérer la carbonatation, une réaction chimique naturelle qui dure normalement pendant plusieurs décennies et qui permet au ciment de stocker du CO2. Sauf que les expériences, elles ont été menées seulement à petite échelle sur du béton armé, qui représente seulement 20% de la production. Bref, vous l'avez compris, malgré des progrès en la matière, aucun béton vraiment bas carbone n'existe encore. Donc, si le bâtiment représente en France 45% de la consommation d'énergie et un quart des émissions de gaz à effet de serre, c'est en grande partie à cause de l'usage massif de béton, qu'on utilise pour 70% de nos bâtiments. Il faut aussi préciser que c'est dû aussi à la mauvaise isolation des bâtiments, qui sont pour certains des passoires thermiques et qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être chauffés. On comprend donc du coup l'intérêt écologique de la terre crue. Déjà, c'est un matériau local qui, comme son nom l'indique, ne nécessite pas de cuisson, donc peu d'énergie et peu de CO2. Ensuite, c'est un bon isolant du fait de sa forte inertie thermique et sa capacité à absorber ou relâcher la vapeur d'eau en fonction de l'humidité ambiante. Donc un bâtiment en terre crue, ça va consommer beaucoup moins d'énergie. Et puis dernière chose, si on n'y ajoute pas de la chaux ou du ciment, la terre, elle est entièrement recyclable. Les matériaux sont réversibles à volonté. C'est-à-dire qu'en fin de vie du bâtiment, on récupère nos matériaux, on les rebroie et c'est reparti dans un autre cycle de vie. Et en plus de ça, la terre crue, elle est esthétique et elle est saine. On peut y ajouter des pigments naturels pour obtenir ce très beau nuancier. Et on n'y trouve pas de polluants du type composés organiques volatiles ou COV, qui sont la première source de pollution des espaces intérieurs. Et contrairement au béton, la terre, elle ne va pas émettre de poussière de silice qui peut causer des silicoses mortelles. Bon, la terre crue, ça a l'air super, mais concrètement, comment on fait pour construire
en terre crue dans Paris? Et bien pour le savoir, j'ai rencontré le directeur de la fabrique Cycloterre à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Télu Sausset, directeur général de Cycloterre. Le principe de Cycloterre, c'est donc de récupérer des terres d'excavation, les transformer en matériaux de terre crue pour qu'ils soient réversibles à volonté, pour pouvoir baisser les indices carbone de nos futurs ouvrages. En gros, chaque année en Île-de-France, plus de 22 millions de tonnes de terre sont excavées, soit une pyramide haute comme 2 fois la Tour Eiffel. Ces terres, elles sont retirées pour laisser place à des tunnels ou à des logements, dans le cadre notamment du Grand Paris Express. Mais même si elles sont puisées assez profondément pour ne pas être polluées par des activités humaines, elles sont considérées comme des déchets. Et souvent, elles font des kilomètres pour finir stockées dans des décharges qui par ailleurs empiètent sur des terres naturelles ou agricoles. L'idée de Cycloterre, c'est donc de récupérer ces terres sur les chantiers. Après un contrôle qualité, elles sont séchées, broyées et triées en fonction de leurs caractéristiques. On les mélange ensuite avec de l'argile, de l'eau récoltée sur le toit, du sable ou de la paille locale et on laisse sécher pour obtenir 4 matériaux différents. Des blocs de terre compressés utiles pour les murs porteurs et les cloisons, des enduits, des mortiers de pose qui servent en gros de joints et des panneaux d'argile pour doubler les murs. Ces matériaux, ils sont ensuite certifiés et employés avec du bois ou du béton pour construire des logements, des écoles ou des hôpitaux et même une partie de l'Adidas Arena. Si la terre crue a autant d'avantages et si concrètement on peut l'utiliser pour construire des bâtiments, pourquoi est-ce qu'on l'emploie pas plus? Et est-ce qu'elle ne pourrait pas carrément remplacer le béton? Alors, il faut savoir que la terre crue, elle a quand même des inconvénients. Même si son coût, il est amorti par la moindre consommation d'énergie des bâtiments, elle reste quand même plus chère que le parpaing ou le béton. Ensuite, on a aussi un petit problème au niveau de la résistance. Le béton, et notamment le béton armé, auquel on a ajouté de l'acier, c'est pour l'instant le seul moyen de construire les fondations de bâtiments de grande taille. Même si au Yémen, on a des gratte-ciel de 8 étages qui sont en terre et qui sont debout depuis 500 ans, la terre crue, elle est rarement utilisée comme élément porteur et elle doit être traitée contre la pluie pour éviter l'érosion et l'infiltration. Donc non, on ne peut pas se passer totalement de béton aujourd'hui. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de limiter son usage en utilisant plus de terre crue dans les constructions. Je ne suis pas un anti-béton. Je pense que les bâtiments mixtes, c'est très utile. La fabrique en est un très bon exemple. Il y a du béton, il y a du bois, il y a de la paille, il y a de la terre. Le béton, je dirais, à sa place. Un matériau qui porte et des gros volumes. Mais on peut imaginer des écoquartiers qui vont pousser à droite à gauche, où on va essayer de favoriser le biosourcé géosourcé en remplacement de béton. Le béton est très utile pour ses résistances mécaniques. Maintenant, pourquoi on met du béton entre deux logements quand il n'est pas porteur? Là, je vous avoue que je m'interroge. Alors, concrètement, comment on fait? Niveau ressources, on est large. Les terres excavées, elles sont loin de manquer. En Suisse, par exemple, chaque canton sort de terre chaque année l'équivalent d'une pyramide de Khéops. Niveau politique publique, on est bon aussi. Désormais, la France et l'Union européenne favorisent les constructions neutres en carbone, aussi pour des raisons économiques et stratégiques, c'est-à-dire moins dépendre des énergies fossiles qui sont souvent importées et dont le prix a flambé avec la guerre en Ukraine. Mais il y a encore des petits obstacles à surmonter pour que la terre crue soit davantage utilisée. Déjà, il faut créer des filières terre crue dans les territoires. Mais développer une filière, c'est trouver un système de s'approvisionner en terre, comment on les fait sécher, comment on les broie, comment on se dédouane du sable quand on en a besoin. C'est créer de l'emploi, c'est former les maçons qui vont poser de la terre crue. Ensuite, il faut développer tout un ensemble de normes et de certifications propres à la terre crue, pour que les bâtiments y puissent être assurés. On n'est que très peu à avoir des appréciations techniques expérimentales délivrées par le CSTB. Donc en fait, on n'est que 2 aujourd'hui en producteurs de terre crue à proposer des matériaux qui permettent d'offrir une assurabilité au bâtiment. Et tout ça, ça permettrait de standardiser la production pour faire baisser son prix. Et puis enfin, il faudra faire changer les mentalités. La terre crue, souvent, on a l'image de la hutte. C'est cette image un peu ancestrale qui persiste. Alors qu'on peut avoir quelque chose de plutôt très moderne, des enduits qui sont très modernes, avec plein de teintes différentes. Donc on sait rendre ce matériau moderne. Ah, et puis d'ailleurs, avant de conclure, une petite parenthèse que je trouve super intéressante. Utiliser moins de béton, ça peut aussi être un acte politique. Le philosophe allemand Ansel Japp rappelle que la consommation de béton, qui a été multipliée par 3 en 20 ans et qui s'étend à toute la planète,
Elle entraîne une uniformisation des paysages et des modes de vie, au détriment des pratiques traditionnelles. Et il rappelle aussi que le secteur est dominé par une poignée de grandes entreprises qui recourent souvent à la corruption pour obtenir des chantiers. Et dans un super bouquin, la géographe Armelle Choplin nous dit aussi qu'en Afrique de l'Ouest, le béton accentue l'écart entre les quartiers précaires ou informels et les quartiers en dur, réservés aux plus aisés et pensés un peu comme un symbole de modernité et de réussite économique. Alors que la terre crue, elle favorise le lien social, les entreprises locales et le partage entre chercheurs et artisans. Bon, petite conclusion, la terre crue, elle est sur une bonne lancée. Elle a déjà connu une évolution très rapide, bien plus rapide d'ailleurs que celle du bois. Cycleterre veut dupliquer le projet ailleurs en France et en Europe, et on a des chercheurs qui travaillent sur de nouvelles techniques comme la terre coulée, qui a des propriétés similaires à celles du béton, mais qui comprend de l'argile plutôt que du ciment. Alors si on façonne les mentalités et qu'on creuse le sujet, la terre crue pourrait devenir armée face au béton et à son emprise. Je dirais que le plus difficile, ça va être de changer les habitudes de construction, essayer d'oublier un peu le béton. Il en faut du béton, hein, bien sûr, hein. Mais essayer de l'oublier un peu quand il n'est pas nécessaire, de le remplacer par des matériaux, je dirais, un peu plus louables. Voilà, j'espère que le sujet vous intéresse. En tout cas, c'est un sujet qui prend de plus en plus de place, que ce soit dans les politiques publiques, dans les débats. Donc n'hésitez pas à regarder les sources en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner à Archipel. N'hésitez pas aussi à me soutenir. Je vous ai mis un petit lien en description. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. En attendant, perdez pas le nord et à la prochaine. J'espère que la Terre deviendra un incontournable dans quelques années.